Dans cette vidéo du chapitre 33 de Minutes de cours, on va répondre à une question instantanée de la section 2.3 du livre de Séguin sur le mouvement d'une particule chargée sous l'effet d'autres particules chargées. Il s'agit de la question instantanée 1 que j'ai intitulée « Un proton attiré par une sphère chargée suite », soit le même titre que la situation 1. D'ailleurs, quand on prend connaissance de la question à la page 161, cela débute en nous disant « dans la situation 1 », donc c'est un problème qui fait référence à la situation 1. Donc, au niveau des données, je vais retrouver beaucoup des données que j'avais mis justement dans la situation 1, c'est-à-dire qu'on avait une sphère de 10 cm qui était chargée de moins 5 nanocoulomb, qui allait attirer éventuellement un proton, donc une charge plus E, à partir d'une distance de 30 cm et d'une vitesse initiale de 0. Donc jusqu'à maintenant, c'est exactement les mêmes données que j'avais dans le problème précédent. Je pourrais illustrer pratiquement toutes les mêmes choses qu'on avait au problème précédent. La première question qu'on me pose, c'est le champ électrique, parce qu'on a calculé le champ électrique ici qu'on avait initialement, on a dû le calculer pour trouver l'accélération. Il était de 500 500 newtons par coulomb. Puis là, on me dit le champ électrique rendu à la fin, quand la particule va frapper la surface, est-ce qu'il est plus grand ou inférieur ou égal? Donc, ça pourrait être juste une réponse de compréhension, mais moi, toutes les trois questions, c'est des réponses de compréhension, mais on va quand même faire des calculs pour confirmer notre réponse. Et ça nous permet de résoudre des problèmes de physique là, de niveau débutant, si on veut, là, parce que c'est toute une équation et une inconnue. Pour répondre correctement, je vais donc trouver quel est le champ final en newton par coulomb, puis voir quelle est sa valeur versus le 500 qu'on avait calculé à la situation 1. On me demande quel est le signe du potentiel à l'endroit où se trouve le proton. Il fallait comprendre que c'était l'endroit où se trouve le proton initialement. Moi, je vais juste calculer plus que le signe, parce que le signe, je pourrais déjà le déduire, étant donné que c'est une charge négative. Je sais que ça va être un potentiel négatif par compréhension. On va calculer sa valeur. On me demande le même potentiel à la surface de l'objet. Et finalement, on me demande à quel delta V va être soumis le proton lorsqu'il va avancer entre sa position finale et sa position initiale. Quel est le delta V entre ces deux positions-là, lequel il va avoir été soumis. J'ai continué mon dessin. On s'était rendu jusqu'au R initial. Mais je cherche un E. J'ai remontré le champ électrique qui était créé par ce genre d'objet-là. Le E initial, qui est à peu près là, sur la même circonférence que le Q ici. On va voir, j'ai fait un cercle un peu plus tard. On l'avait déjà calculé. Maintenant, le E final, j'ai mis proche de la surface. Quelle est la valeur de E à cet endroit-là? Le V initial, le V final et le delta V, qui me reste à illustrer, ce sont des valeurs scalaires. Quel est le potentiel électrique à cet endroit-là de l'espace? Quel est le potentiel électrique à cet endroit-là de l'espace? Là, il y a des particules à ces endroits-là de l'espace, mais je veux dire, il n'y aurait pas eu ces dessins-là. Je cherche le potentiel à un point de l'espace. Même chose ici. Puis le delta V, c'est le potentiel qui existe entre ces deux points-là de l'espace. Évidemment, le potentiel que je calcule à cet endroit ici, en dessous de mon curseur de souris, c'est le même potentiel que sur toute la trajectoire circulaire parce que je suis à la même distance du centre. Et même chose pour le V final, il aurait fallu que je mette un autre équipotentiel, un autre pointillé vert, mais il aurait été sur la surface. Mais c'est le même potentiel que j'ai partout sur la surface. Le premier point d'interrogation, le E final, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, c'est du chapitre 29 pur, c'est le E à la surface de l'objet ici. Pour moi, c'est une symétrie sphérique. Que les charges soient à la surface ou concentrées au centre, ça reste que c'est une symétrie sphérique. Et je suis légèrement à l'extérieur de cette symétrie-là, où je suis sur la symétrie sphérique complètement. Donc, c'est la formule classique là, de calcul du E que j'applique à mon problème. Donc, je vais calculer le E final. C'est la constante. Ce E-là est créé par QS, donc par le moins 5 fois 10 à la moins 9. Et je m'installe à une distance de 10 cm. Donc, j'ai une équation inconnue et j'ai mon inconnu du bon côté. Quand je disais que c'est des problèmes de niveau débutant, on va voir la valeur tout à l'heure, puis on fera une interprétation de cette valeur-là. Deuxième point d'interrogation et troisième, c'est des potentiels que je cherche, des potentiels créés par une symétrie sphérique. Donc, je suis dans le chapitre 32. On a du chapitre 29, du chapitre 32, je cherche le potentiel créé par une symétrie sphérique. Je vais chercher la formule.
je l'applique en position initiale, c'est le cas. La charge s'est créée par la sphère. Attention, j'ai copié mes formules telles qu'elles apparaissaient. Ici, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, j'ai mis des parenthèses pour faire la multiplication avec l'autre, mais ce ne sont pas des valeurs absolues. Divisé par, initialement, j'étais à 30 cm. Donc, on va avoir une réponse. Je fais la même chose pour le V final. Évidemment, la première ligne ne change pas. C'est la même constante et la même sphère qui crée ça. C'est que je suis à 10 cm à la fin. Attention, il n'y a pas de carré, non, contrairement. Fait que c'est toutes des choses qui se tiennent ensemble, qui se ressemblent, qui ont des liens, mais qui en même temps, c'est des choses différentes aussi. Donc, il faut démêler tous nos concepts correctement. Finalement, il reste un point d'interrogation. En haut, c'est le delta V, mais ça, c'est V final moins V initial en termes de formule. Mais étant donné que j'ai déjà des valeurs calculées à ces endroits-là, ben, c'est ma quatrième équation à 4 inconnus. Le problème est fini. Je l'envoie dans une calculatrice. Donc là, j'ai programmé 4 équations, mais il aurait pu aussi se saisir une après l'autre puis avoir mes valeurs. Donc, le champ électrique, à la fin, est beaucoup plus grand que ce que j'avais. C'est 4500 versus le 500 au départ, ce qui est cohérent. Plus qu'on est proche de l'objet à charger, plus que le champ électrique est intense. Le voltage initial était moins 150 et le voltage rendu à la surface est 450. Moins 450. Moins parce que c'est du potentiel électrique créé par une charge négative. Et il est plus intense, plus grand, plus je m'approche de la charge. Et là, je m'attends toujours à chaque année, ça arrive habituellement qu'un étudiant ou deux vienne me voir et dire « Monsieur, le potentiel électrique proche de l'objet pourrait devenir infini, si je comprends bien la physique. » Parce que la physique est ici, là, pour calculer le potentiel. Donc, plus que R va diminuer, là, il est à 3.3 donnait 450, 0.1, ça donnerait 0.3 donnait 50, 0.1 donnait 450, puis là, je le mets à 0.01, je vais avoir une valeur encore plus grande, puis je le mets à 0.0001, je vais avoir une valeur encore plus grande, donc ce potentiel-là a tendance à tendre vers l'infini. C'est vrai si mon objet serait une charge ponctuelle en plein milieu de dimension 0, mais ça n'existe pas, hein. Même quand on dit que c'est une particule puis qu'on la considère comme un point, ça n'existe pas. À un moment donné, tu rentres à l'intérieur de l'objet. Donc, le 450 que j'obtiens ici, c'est à la surface. Pour que ma valeur continue à grandir vers l'infini, il faudrait que mon rayon diminue. Puis là, je suis rentré à l'intérieur de l'objet. Mais un coup que je suis rentré à l'intérieur de l'objet, première des choses, il n'y a plus de champ électrique. Donc, E est égal à 0. Le champ électrique n'existe plus. On ne le dessine pas à l'intérieur d'un conducteur. Et le potentiel ne varie plus, étant donné qu'il n'y a pas de champ électrique pour le faire varier. C'est des choses qui sont reliées ensemble. Le V ne varie plus à l'intérieur. Donc, la valeur, oui, je suis venu qu'avoir une grande valeur lorsque j'étais proche de l'objet, mais cette valeur-là, quand je rentre dans l'objet, elle arrête d'augmenter, elle est constante. Donc, il n'y a pas d'incohérence de dire, hey, il n'y a jamais un potentiel infini là, à la surface, à l'intérieur d'un objet. Il y a le potentiel qu'il y avait à la surface de l'objet, puis l'objet, ce n'est pas un objet sans dimension. Donc, à un moment donné, là, le R peut diminuer si c'est un très petit objet, mais il finit par s'arrêter. Puis, il va donner des valeurs qu'on a ici, mais on ne monte pas si haut que ça. On peut monter haut. Ici, on a monté à 450 volts, mais on ne monte pas une valeur infinie de voltage. Autre phénomène qu'il faut observer là-dessus, parce que le potentiel électrique, c'est une mesure de l'énergie. Puis là, quelqu'un pourrait me dire... initialement, j'avais moins 150 volts d'énergie, joules par coulomb. À la fin, j'avais moins 450 volts joules par coulomb. Puis on a déjà dit que quand on avançait sur une ligne de champ, l'énergie diminuait. Ici, je suis toujours de plus en plus négatif. Donc, à quelque part, l'énergie diminue. Même si mon chiffre est plus grand en valeur absolue, je m'en vais vers de plus en plus négatif. Donc, c'est une diminution d'énergie. Et, incroyable, en même temps aussi, c'est une augmentation d'énergie en valeur absolue. Donc, deux affirmations qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont tout à fait cohérentes, malheureusement. Et en plus, cette variation d'énergie potentielle électrique n'implique pas, parce que là, c'est des joules par coulomb, c'est pas l'unité joule pure. En valeur de joule,
c'est pas parce que je suis de plus en plus négatif que ma variation d'énergie électrique puis les calculs d'énergie électrique que je ferais sont nécessairement négatifs. Parce que là, à ce signe négatif-là, il faudrait associer la valeur de la charge que j'approche. Puis là, ça pourrait être un moins multiplié par un moins ou un moins multiplié par un plus. Donc, c'est pas parce que le potentiel est négatif que je vais avoir nécessairement une énergie qui est négative. Bon, mêlons pas trop de choses tout en même temps, mais on voit que quand on y va concept par concept, on peut s'en tirer.